Bonjour et bienvenue dans ces nouvelles minutes d'histoire. Si le monde entier a appris l'envoi dans l'espace de la Tesla personnelle d'Elon Musk le 6 février 2018, c'est bien le 26 juillet 1971 à 13h34 UTC que décollait la première voiture électrique vers l'espace. Elle partit exactement du même endroit que la Tesla, à savoir le pas de tir 39A du centre spatial Kennedy à Cap Canaveral. En plus d'être la première voiture à jamais avoir été conduite sur un autre astre que la Terre, l'auto restera le seul modèle de voiture construit par Boeing à ce jour. Je vous propose de découvrir l'histoire de cette fantastique machine qu'est le rover lunaire du programme Apollo. Si la Lune a fasciné les hommes depuis l'époque des cavernes, ce sont les progrès de l'astronomie et de la science qui ont permis d'imaginer y circuler à bord d'une automobile. Dès le début du XXe siècle, les véhicules lunaires sont évoqués. Ils sont le plus souvent électriques car on sait déjà que la Lune est dépourvue d'atmosphère et qu'un moteur thermique ne peut pas y fonctionner. Jusqu'au début du programme Apollo, de nombreux écrivains de science-fiction imaginent ces engins mi-camion, mi-tracteur, généralement imposants et combinant les fonctions de base vie à celles d'engins de transport. C'est un peu comme l'Antarctic Snow Cruiser dont nous avons déjà parlé lors d'une précédente chronique. C'est Arthur C. Clarke qui fait la proposition la plus crédible d'un patrouilleur lunaire dans son article « L'exploration de l'espace » dans les années 50. Pour ceux qui ne savent pas qui est Arthur C. Clarke, c'est le créateur de 2001 l'Odyssée de l'espace. Réalisé par Stanley Kubrick, le film est encore à ce jour l'un des plus réalistes en regard des vrais vols spatiaux actuels. Le lancement du programme Apollo en 1960 sort le rover du domaine de la fiction et une vraie étude de faisabilité est lancée. Le projet de base lunaire permanente est réellement dans les cartons et un scénario ressemblant à Cosmos 1999 est réellement envisagé. Avec des objectifs aussi ambitieux, l'usage d'une fusée dédiée à l'envoi du véhicule est tout à fait dans la droite ligne du projet et un engin de 900 kg biplace disposant d'une cabine pressurisée n'est pas déconnante. Elle est développée par le centre de vol spatial Marshall de la NASA. Puis des avant-projets de Northrop et Grumman en 1962 seront plus petits, mais toujours avec l'idée de la cabine pressurisée et une utilisation à long terme sur plusieurs missions autour d'une base lunaire. En 1964, Bendix et Boeing sont appelés pour créer un laboratoire mobile permettant à un équipage de 2 personnes de vivre à bord pendant 14 jours et de faire 100 km. L'engin est énorme et reste à l'état de projet. Même si la NASA a continué à étudier des véhicules et des infrastructures pour la colonisation de la Lune, la décision de ne pas y avoir recours dans le programme Apollo est prise dès 1962. C'est à cette date que l'agence américaine décide d'envoyer tout le train lunaire à bord d'une seule fusée. Ce qu'on appelle le train lunaire est l'ensemble des engins qui permettent d'atteindre le sol de notre satellite. Il s'agit du module de commande, accompagné de son module de service, qui resteront en orbite, et du LEM qui se posera sur la Lune. C'est le module lunaire. C'est grâce à la maîtrise de la technique de rendez-vous spatial que cette prouesse est possible. Au décollage, le LEM se trouve sous l'ensemble orbital constitué du module de commande et du module de service. Une fois l'ensemble mis en orbite de transfert vers la Lune, le module de commande, accompagné de son module de service, se sépare du 3e étage de la fusée Saturne V, aussi appelé S4B, dans lequel se trouve toujours le LEM. Le module de commande se retourne alors et s'amarre au LEM avant de l'extraire doucement du S4B. À ce point, la NASA n'avait pas prévu de véhicule automobile pour les astronautes. Le rayon d'action prévisionnel des explorations lunaires s'étend à 500 mètres à peine autour du LEM. En 1967, pourtant, lors de la conférence de Santa Cruz, les responsables de la NASA et du monde scientifique s'accordent à dire qu'il faudrait un rayon d'action plus important, afin de garantir un meilleur retour scientifique des missions. C'est tout d'abord General Motors qui est sollicité en 1968 afin d'étudier la faisabilité d'un véhicule biplace léger, sans cabine pressurisée, d'un rayon d'action de 20 km, pouvant être transporté en même temps que le train lunaire. En 1969, les capacités d'emport de la Saturne V sont confirmées pour une charge supplémentaire, et le LEM est validé pour un allongement d'émission afin de profiter de ce nouveau véhicule. Le 27 mai 1969, la NASA ouvre le contrat pour la conception du rover lunaire, qui doit faire ses débuts dans la dotation des futures missions Apollo à partir de 1971. Le centre Marshall définit un cahier des charges en 22 points et soumet l'appel d'offres à 29 entreprises américaines.
Le poids de l'engin ne doit pas dépasser 181 kg, être transportable avec l'étage de descente du LEM, comporter 2 places sans cabine et se déplacer à 16 km/h minimum. Il doit permettre 3 missions de 30 km chacune et disposer de 4 moteurs électriques, ainsi que tout le matériel redondant pour garantir un retour à la base des astronautes en cas d'avarie. C'est un peu ceinture et bretelles. 4 sociétés seulement répondent à l'appel. Chrysler, Grumman, Bendix et Boeing. C'est ce dernier qui obtient le contrat en collaboration avec AC Delco, filiale de General Motors. La conception avance, mais les ingénieurs butent sur un problème insoluble, le poids. Ils ne parviennent à descendre qu'à 210 kg. C'est ce poids qu'aura le rover lunaire au final. Autre souci à ce stade, les concepteurs ne savent pas quelles conditions ils vont rencontrer sur la Lune. Les missions automatiques Surveyor ont toutefois permis d'écarter tout risque d'enfouissement sous une poussière trop légère. Style sable mouvant quoi. 8 modèles sont alors construits avec divers objectifs, l'un pour tester l'ergonomie de la conduite, l'autre pour valider les trains roulants et les moteurs, et même certains modèles allégés sont conçus pour simuler le déploiement depuis le pied du LEM auquel il est attaché. Certains tests préliminaires se feront même sur la Lune, comme pour les roues par exemple. La mission Apollo 14 emporte une brouette lunaire avec une roue équipée d'un pneumatique très basse pression Goodyear. Elle ne donna pas satisfaction car elle rebondissait trop en raison de la faible gravité et du gonflage du pneumatique. La pression à l'extérieur étant quasi nulle, le pneu était extrêmement dur. C'est un ingénieur de chez GM qui trouvera la solution avec une roue faite d'un treillis métallique très fin, sur lequel sont vissées des plaques de titane en forme de chevron, afin de garantir la traction. La complexité du système et la fabrication de type aérospatial de ces roues en feront des petits bijoux à 85 000 $ pièce. Quand même. Le rover fait 3,10 m de long pour 1,85 m de large. Ces 4 moteurs d'un quart de cheval équipent chaque roue et peuvent être utilisés ensemble ou seuls pour des raisons de sécurité. En cas de panne, on peut en débrayer un ou plusieurs. Les 2 batteries non rechargeables zinc-argent ont une capacité de 4,3 kWh chacune, autorisant 90 km d'autonomie, grâce à une gravité lunaire 6 fois inférieure à celle de la Terre. L'une d'entre elles suffit au programme d'émission et la seconde n'est là qu'en secours. Le rover est piloté par un joystick en T, facile à manipuler avec les gants de la combinaison des astronautes. Le style des instruments de bord sont calqués sur ceux du module de service et de commande afin de ne pas perturber les astronautes. La navigation, par contre, a constitué un véritable défi en soi. En effet, la Lune n'ayant pas de champ magnétique, une boussole est inutile. Et la taille même de notre satellite ramène l'horizon à 3 km. Ce qui fait que pendant les excursions, les astronautes ne voyaient plus la base. Il fallait donc trouver une solution pour s'orienter. L'utilisation d'un gyroscope permit d'offrir un instrument pointant en permanence vers le module lunaire. Et des dispositifs mécaniques mesurant la distance parcourue au niveau des roues permettait d'affiner le procédé. Ce n'était guère précis, mais la hauteur de 6 mètres du module lunaire posé permettait de le voir finalement d'assez loin. En plus, avec une carte précise des reliefs environnants, on avait de bons points de repère. L'imprécision du système ne constituait donc plus un problème. Pour communiquer avec la Terre, 2 antennes sont déployées sur le rover et plusieurs caméras immortalisent les missions. Une télémétrie complète de l'engin est envoyée vers la Terre et le centre de contrôle peut piloter certaines caméras à distance. Autre point délicat, la gestion thermique. Sur la Lune, la température varie de -130 à +130 degrés Celsius entre le jour et la nuit. Or, les batteries et autres équipements du rover ne fonctionnent qu'entre 4 et 52 degrés Celsius. Les missions sont donc programmées au début de la journée lunaire et l'ensemble des éléments sensibles sont emballés dans du mylar et du nylon afin de conserver une température acceptable. Le mylar est un isolant spécialement conçu pour les satellites et les équipements spatiaux et est encore utilisé de nos jours, et pas seulement dans l'espace. Il sert à la fois d'isolant pour nos maisons, nos véhicules et à sauver d'innombrables vies en tant que couverture de survie. Qui a dit que les programmes spatiaux ne servaient à rien ? C'est lors de la mission Apollo 15 que le premier rover arrive sur la Lune. Il est déplié le 29 juillet 1971 par David Scott et James Irvine. Le déploiement se déroule parfaitement et les essais peuvent commencer. La méthode pour monter à bord est un peu étrange, mais a été inventée lors de tests à bord d'avions KC-135 en chute, pour simuler la gravité lunaire. L'astronaute saute en l'air, se met en position assise avant de retomber sur son siège.
Malgré quelques écarts de conduite liés au manque de contraste empêchant de repérer les petits cratères, le rover fait bien son travail et valide ses objectifs malgré des avaries mineures, comme la direction avant qui lâche probablement à cause de ces chocs. Ce sont 4 rovers lunaires qui auront été construits, mais seulement 3 qui se posèrent sur la Lune, en raison de l'annulation des 3 dernières missions du programme. Ils se comportèrent admirablement et permirent d'atteindre un rayon d'action de plus de 7 km autour du LEM lors de la mission Apollo 17. Le dernier de ces engins est visible au centre spatial Kennedy à Cap Canaveral, où il témoigne de l'aventure de ses 3 frères sur notre satellite. Cet épisode est un résumé d'un excellent article Wikipédia que je vous invite à aller consulter si vous voulez en savoir plus sur ce fantastique engin. Vous trouverez le lien en description de cette vidéo. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route, prenez soin de vous, portez-vous bien et je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode du Choucroute Garage. Ciao! Je vous rappelle que les abonnements sont primordiaux pour la survie à long terme du Choucroute Garage. S'abonner est gratuit et sélectionner toutes les notifications à l'aide de la petite cloche vous permettra de ne rien rater des prochaines émissions, mais également de soutenir mon travail. Merci d'avance.